Comment faire pour accélérer la croissance d'une entreprise? Quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver? Les pièges à éviter? À chaque épisode, je vous partage une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec un entrepreneur ou un professionnel du marketing sur le sujet. Vous allez découvrir les secrets qui se cachent derrière leur succès. Je m'appelle Robin Vézina et bienvenue sur Hypercroissance. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter Alexandre Gravel, cofondateur de Toast Studio. Toast Studio a remporté cette année la position 137 dans le top 500 des entreprises en plus forte croissance au Canada. Ça veut dire que sur une période de 5 ans, soit de 2012 à 2017, ils ont soutenu une croissance de 641%. Je vous rappelle que ce classement est fait à chaque année par le canadianbusiness.com. Toast Studio, c'est une agence de création de contenu. Ils ont des clients de haute renommée comme L'Oréal, Biotherm, Bombardier et Air Transat. Honnêtement, j'ai vraiment eu un plaisir fou écouter Alexandre nous raconter ses péripéties et on peut dire qu'il en a vu de toutes les couleurs. À un moment donné, vous allez l'entendre nous raconter le moment où il a été obligé de mettre à la porte tous ses employés pour survivre, comme quoi la croissance, c'est beaucoup plus comme des montagnes russes qu'une ligne droite. Sur ce, je vous présente ma discussion avec Alexandre Gravel de Toast Studio. Bonjour Alexandre, bienvenue sur le podcast Hypercroissance, comment ça va? Ça va très très bien, merci pour l'invitation. Écoute, je suis vraiment enchanté de t'avoir. J'ai un gros joueur aujourd'hui. J'ai un gros joueur parce que Alexandre, tu es propriétaire de Toast Studio. Toast Studio, donc vous faites la création de contenu, vous êtes aussi des producteurs et vous êtes numéro 137 en 2018 sur l'entreprise en plus forte croissance au Canada. Bravo pour ça. Ben merci. Oui, c'est un résultat qu'on était curieux de savoir où est-ce que ça allait se placer parce que les dernières années ont été assez rock'n'roll, comme on peut dire. Puis, c'est une façon de voir que le travail porte fruit. Et si tu nous mets un petit peu en contexte, Toast Studio, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites là, vraiment simplement? En fait, très simplement, Toast Studio, c'est une espèce de dragon à deux têtes où d'un côté, on a une division qui est vraiment une agence de contenu. On va travailler avec des annonceurs à la production, à la gestion de leur contenu et de leurs audiences, d'une certaine façon. Et d'un autre côté, on est producteur télé, ce qui veut dire qu'on produit des propriétés puis des séries télévisuelles de façon traditionnelle, que ce soit pour V, Télé-Québec, TV5, Radio-Canada, RDI et compagnie. Et si tu nous parles un petit peu du parcours, comment est né Toast Studio, ça serait quoi les échelons dans l'histoire de Toast? Il y en a eu beaucoup parce que Toast existe depuis bientôt presque 20 ans. Puis si je remonte à justement il y a presque 20 ans, essentiellement à ce moment-là, on est à peu près en 1999 à ce moment-là. Et puis moi de mon côté, je termine mes études en génie informatique. Et puis mon associé, Yann Kenville, lui termine ses études en production télé. Donc, on est assis ensemble et on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce qu'on est des chums d'enfance. Donc, on se dit, on pourrait peut-être mélanger les deux et puis faire du web pour le cinéma et la télé. Donc là, on est en 99, donc on se dit, on va mélanger un peu l'informatique, la production télé, le côté culturel et tout. Puis on se dit qu'on va faire du web pour le cinéma et la télé. Bon, essentiellement, ça a duré 48 heures. On a dessoulé. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une scène à faire avec ça. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré une agence numérique. Donc, on a vraiment amorcé notre parcours sur le développement de sites Internet pour différentes entreprises. Puis là, on ratissait très, 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 très large. Là. On avait des salons de coiffure autant qu'on avait des agences de voyage que des entreprises B2B manufacturières. Donc, on a amorcé un peu notre parcours comme ça. Au fil des années, l'espèce de deuxième milestone qu'il y a eu, c'était un moment où on a vraiment intégré toute la notion de design imprimé et de branding. Puis à peu près 10 ans après notre fondation, vers 2009-2010, il y a un organisme qui a été créé au niveau canadien qui s'appelle le Fonds des médias du Canada, qui se retrouve à être un organisme public ou parapublic qui finance les productions culturelles canadiennes. Donc, essentiellement, c'est que ça offre du financement pour produire des émissions de télé. Et un des éléments importants de ce nouveau programme-là de financement était que toutes les productions télé, sauf exception, là, devaient avoir une deuxième plateforme, devaient avoir son volet télé, mais devaient avoir un site Internet aussi ou une application ou tout. Et là, on s'est dit, bingo, c'est le Klondike, on vient de trouver le filon d'or, on revient à nos idées de base de faire du web pour le cinéma et la télé. Donc, on a commencé à faire ça. Pour se rendre compte essentiellement que plus on évoluait comme studio de design,
plus on évoluait justement dans ce milieu-là aussi de se rattacher à l'industrie des médias, plus il y avait deux façons de survivre. Soit que tu étais la saveur du moment, puis je pense que c'est encore un peu vrai aussi au Québec, entre autres, mais je pense que ça l'est ailleurs aussi, comme studio de design. Soit que tu survis parce que tu es la saveur du moment. Donc, tu as le meilleur directeur artistique, il veut rester, tu gagnes des prix, exactement. Ouais. Soit que tu n'es pas cher. Et ça, c'est deux avenues avec lesquelles on n'était pas très à l'aise parce qu'on ne contrôle pas. D'un côté, on ne contrôle pas parce que être la saveur du moment, c'est un peu dans la tête des autres qui est cette décision-là. Puis d'être pas cher, ben, c'est rarement une bonne stratégie. Rarement, à part d'être Walmart. Exactement. Donc, dans le domaine du service, c'est rarement la bonne stratégie d'être celui qui est le moins cher. Puis, essentiellement, ben, ce qui est arrivé, puis ça, c'est le troisième milestone un peu de l'entreprise, ben, on a frappé un mur. On a frappé un mur à un moment où on était entre 10 et 15 employés, où, à ce moment-là, ben, on n'avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent. On n'avait plus de moyens pour pouvoir poursuivre sur ce modèle-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, c'est que vous investissiez trop, puis vous avez perdu de l'argent, ou il y avait trop des projets d'emploi, vous avez engagé trop rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux choses. Puis c'est arrivé dans un contexte où, d'un côté, puis c'est un des risques toujours des petites PME, c'est qu'au moment où tu es dans un projet, le dirigeant aussi est dans le projet. Puis au moment où il n'y a plus de projet, le dirigeant se remet au marketing et se remet au développement des affaires. Fait que ça, c'est un contexte qui est toujours très dangereux. Il y en a qui survivent là-dessus, puis ça va. Mais quand tu combines ça avec le contexte que je viens de mentionner, qui est de ne pas être cher et ou d'être la saveur du moment, ton risque est doublé ou triplé. Ça veut dire que quand maintenant il y a un perfect storm qui arrive, comme il nous est arrivé, manquait de contrat, nos prix n'étaient pas assez élevés, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait pas, c'était un point de non-retour. Ouch. Donc, on s'est retrouvé un lundi matin à amener toute l'équipe justement dans la salle de conférence, puis on a annoncé qu'on mettait l'ensemble de l'équipe à pied. Puis on ramenait ça à Yann et moi, à dire, bon, mais là, on repart comme ça. On a eu la chance d'avoir une excellente équipe, puis on a une approche très, très, très humaine dans notre façon de gérer l'entreprise, qui fait que je considère, puis là, j'y vais vraiment sur ce que les gens nous ont dit, ils ont voulu nous aider là-dedans. Donc, les employés qu'on devait mettre à pied, dans beaucoup de cas, sont devenus pigistes pour nous, pour compléter les mandats, pendant qu'on les aidait à se placer ailleurs aussi quand on pouvait. Donc, à ce moment-là, on est revenu vraiment, on a shrinké, si on veut, à une équipe de 2 pour vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on va rebâtir ça? Puis qu'est-ce qu'on va rebâtir? Parce qu'on ne voulait pas arrêter. Ça c'est une chose qu'on savait. Vous aviez encore la passion, le feu sacré. Oui. On était une couple de 100 000 dans le trou, mais on voulait continuer. Puis on s'est donné un plan sur 2-3 ans pour renflouer l'ensemble des dettes qu'on avait. On a réussi à travers, dans un renouvellement pas du modèle d'affaires, mais du modèle de gestion, qui était d'aller sur des pigistes à 100%. Ça nous a permis d'optimiser les coûts, puis de vraiment pouvoir rembourser un peu, si on veut, les dettes qu'on avait très, très, très rapidement, en 1 an environ, 1 an et demi, je pense. Ah ouais, wow. Ouais. Puis on était vraiment, c'était une époque où il y a une dizaine d'années, on n'avait plus rien, là. Fait que quand est venu le temps, justement, de passer de 10-15 à 2, ben, il a fallu qu'on change de bureau. Donc, on a négocié avec notre propriétaire ici, sur Sainte-Catherine, pour reprendre un nouveau bureau beaucoup plus petit. On l'a pris sur le même étage. Puis, pour éviter des frais de changement d'adresse puis de papeterie et tout, j'ai scrapé le numéro de suite qu'on avait, que j'ai amené à l'autre suite plus loin. Oui, pour qu'on... Essentiellement, on n'a pas changé d'adresse, mais on a changé de bureau. Parce que je voulais pas avoir à payer 1 000-2 000 piastres de faire des cartes d'affaires, de faire de la papeterie, de passer du temps ici, puis ça. Fait qu'on a gardé la même adresse. Donc, on est reparti là. Puis on s'est posé la question à ce moment-là, comment est-ce qu'on va repartir ça? Puis ce qui a été un peu le déclencheur, c'est de dire on a travaillé beaucoup sur des contenants dans les dernières années. On pourrait peut-être travailler sur les contenus maintenant. C'est une réflexion qu'on voyait qui s'en venait. Je lisais beaucoup. Je voyais qu'il y avait un potentiel là. Puis on s'est dit, allons all-in dans cette direction-là. Puis on a rebâti ça pour arriver maintenant où on est une équipe de 35 personnes, où on travaille avec presque 400 collaborateurs à chaque année, externes aussi. Fait que finalement, quand il arrive 2011-2012, c'est là que vous arrivez avec une nouvelle offre de service.
si je comprends bien. Oui, exactement. Mais on a... l'offre de service n'était pas... On n'a pas fait le virage à 100% tout d'un coup. OK. On n'est pas devenu autre chose tout d'un coup. OK. On a continué d'accepter certains mandats sous l'ancien modèle de studio de design pendant un certain temps. OK. Mais là où on voulait vraiment aller, c'était le contenu. Puis c'était de dire... On remarquait une chose, quand je mentionnais tantôt la création du Fonds des médias du Canada, ce que ça permettait de créer, c'était des sites de contenu. Ultimement, l'objectif derrière ça, c'était que l'industrie culturelle canadienne ait, oui, des contenus télévisuels très forts, mais ait aussi une présence numérique très forte, basée sur les mêmes trucs. Donc, on commençait à voir quelque chose de vraiment intéressant. Mais ce modèle-là faisait en sorte qu'on ne pouvait pas créer des propriétés ou des thématiques ou des sujets qui n'étaient pas à la télé. Il fallait qu'on soit attaché à une émission de télé. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai commencé à me demander, puis en lisant, puis j'ai rien inventé, je voyais ça ailleurs, comment est-ce qu'on peut financer ça? Si eux ne peuvent pas le financer, qui d'autre peut avoir de l'argent? Nous, on n'a pas dans nos poches. Là. On vient de frapper un mur, là, on n'a pas une scène dans nos poches. On en doit. Donc, c'était de dire, et si c'était les L'Oréal, les banques nationales, les Cascades de ce monde et les autres marques, les annonceurs qui payent pour du contenu. Après ça, c'est de se dire, OK, pourquoi ils paieraient pour du contenu? Bien, c'est peut-être justement pour entretenir une relation sans avoir toujours à crier par la tête de leurs consommateurs, achète. Wow. Donc, c'était de dire, puis je voyais des choses qui émergeaient beaucoup aux États-Unis, entre autres, sur le potentiel de financement qui pouvait venir, puis l'argent qui peut venir de ces annonceurs-là. Donc, on a commencé justement à prendre notre bâton de pèlerin, puis aller expliquer un peu tout ce qu'on faisait. Ouais, tu devais être... le monde devait te regarder un peu comme un extraterrestre, de dire, créer du contenu, être un annonceur, tu parles pas de mettre une pub entre deux émissions, tu parles de créer une émission, tu sais, c'est un petit peu ça, la nouvelle discussion qui devenait ça, finalement. Oui. La nouvelle offre de service que vous aviez. De ce que j'ai cru comprendre, puis corrige-moi si je me trompe, tu es allé voir les tops de l'industrie, tu leur as fait un pitch sur quelque chose qui était un petit peu obscur, ils ont dit oui, puis tu as commencé de cette façon-là? Oui. C'est comme ça un peu que ça s'est passé. Ça s'est passé de deux façons. C'est quand on a fait... Bon, c'était pas un pivot officiel, mais quand on a décidé de revoir un peu l'offre qu'on amènerait au marché, passer un peu du contenant au contenu, je me suis demandé, OK, comment est-ce qu'on va faire pour se faire connaître là-dessus, de un. Ben, je veux juste t'arrêter parce que ta clientèle, c'était-tu les PME à ce moment-là? Un petit peu Oui. plus les PME, on sentait que tu travaillais pas avec L'Oréal. Non, exactement. Nous, on toi, en plus, c'était une nouvelle cible, là, complètement. Là. Oui, parce que c'est eux qui ont les moyens, puis c'est eux qui font des campagnes nationales, donc c'était beaucoup plus. Là, on était dans les dernières années sur le modèle pré-2011, beaucoup plus avec des entreprises B2B, puis on était plus dans le secteur, même régulièrement dans le secteur manufacturier. Là, pour avoir les moyens de faire les types de contenus qu'on voyait, puis là où on avait envie d'aller en tant qu'entrepreneur, c'était avec des entreprises B2C, c'était avec des plus grandes entreprises. On utilise L'Oréal à titre d'exemple, mais il y a toutes sortes d'autres entreprises là, à qui ça peut s'appliquer. Mais la clientèle était différente aussi. Donc, on était inconnu de cette nouvelle clientèle-là. Ça a été un peu un bet qu'on a fait, mais on y croyait quand même beaucoup. Puis, t'as pris le numéro de téléphone, t'as appelé, t'as call call, t'as dit où t'es allé cogner au bureau. Comment t'as fait pour avoir le droit de leur pitcher? Ouais, ben ça a été différents contextes. C'est sûr que comme ça faisait déjà un certain temps qu'on existait, on avait quand même réussi à développer un bon réseau. Okay. Fait qu'on a quand même proposé notre offre à notre ancienne clientèle, appelons-la comme ça, qui n'avait pas nécessairement les besoins par rapport à ça, mais comme on a toujours voulu puis je le mentionnais tantôt, avoir une approche très humaine basée sur la relation avec nos clients qui est très, très, très important, qui avant même de faire un quelconque achat, nous, au-delà de ça, on a une relation avec nos clients. C'est facile à dire, mais c'est comme ça qu'on le voit, puis c'est comme ça qu'on le vit. Ces clients-là, on dit, attends, moi, je n'ai pas besoin, mais ma meilleure chum, elle est elle est là-bas, puis attends, je vais te la présenter. Puis ce que tu me racontes, ça me fait penser à ce qu'on jasait pendant un souper ou un lunch il y a une couple de semaines. Je vais te présenter quelqu'un. Ouais. Donc, on a pu tranquillement, on bénéficiait de notre réseau existant. Ça a pris une couple d'années quand même, où on closait des mandats, on réussissait à avoir de la business, ça allait, mais on se rendait compte qu'à ce moment-là, pitcher, souvent, c'est beaucoup de pertes, beaucoup de temps, et on était mieux de réussir à avoir les meetings, pouvoir écouter ces gens-là, découvrir leurs besoins et leur revenir avec une solution.
Donc, on est vraiment passé de l'idée à on va développer quelque chose puis on va aller le pitcher à quelqu'un à on va juste aller chercher le meeting, on va écouter beaucoup, on va revenir avec la bonne solution en fonction des enjeux mentionnés. Mais pour avoir le meeting, ça prenait la porte ouverte. Fallait avoir assez de crédibilité pour pouvoir avoir le meeting. Puis là, ça se passait à 2 niveaux. D'un côté, il y avait justement cette notion de tap into your network. Là. Va chercher dans ton réseau, demande des références, connais-tu quelqu'un? Donc, on ne s'est pas gêné là-dessus. Puis d'un autre côté, ben, c'est qu'on a commencé à walk the talk, comme on dit. Ce qui était de dire, ben, si on est pour prétendre que pour réussir à bâtir une clientèle fidèle, engagée, loyale et tout, faut que tu leur amènes de la valeur avec du contenu, faisons-le nous-mêmes. Okay. Puis, ça m'amène à une des tactiques qu'on a qui fonctionne depuis qu'on a fait ce pivot-là, qui est de dire, bon, là, on commençait quelque chose de nouveau. Moi, je me documentais beaucoup, je lisais à gauche et à droite, j'apprenais là-dessus pour avoir le bon vocabulaire, développer un peu notre approche. Mais je me suis dit, bon, si l'idée est d'amener de la valeur aux gens, je vais leur partager tout ce que je lis. Je vais leur partager ce que je découvre. Je vais peut-être les sensibiliser, réussir à les sensibiliser grâce à ce que je vais partager. Donc, ça a commencé à être ça. Chaque fois que je voyais un article qui m'intéressait, il s'en allait sur Twitter, sur Facebook. LinkedIn à ce moment-là aussi? Ou oui, ben, ça allait partout. J'essayais je les utilisais tous avec plus ou moins de succès, dans le sens que tu lançais dans l'univers un partage d'articles, puis il n'y a pas grand monde qui réagissait à ça. Mais par contre, l'idée est venue à un certain moment de dire OK, on a notre réseau, il y a des gens qui nous connaissent, on veut leur faire part de notre nouvelle orientation, on veut avoir une crédibilité dans le marché, mais on n'a jamais fait ça. Si tu vas à Portfolio, il n'y a rien de ça dans notre portfolio. Fait que comment on fait? Comment ça marche? Donc, on s'est dit, parlons-en. Donc, ce qu'on a commencé à faire, il n'y avait pas la loi contre le spam à ce moment-là. Fait que j'ai ramassé tous les emails à qui j'avais écrit dans les dernières années. J'ai mis ça dans Campaign Monitor. J'ai importé ça là-dedans. J'ai créé une mailing list d'une couple de milliers de personnes. Puis, j'ai commencé à tous les lundis matins à envoyer un seul article à lire. Moi, j'en lisais 100, mettons, par semaine. J'exagère, là. Des semaines, c'était ça. Mais il y en avait tout le temps un qui ressortait du lot, puis je me suis dit, OK, je vais envoyer lui aux gens. Je vais faire je vais écrémer tout ce qui s'écrit sur le contenu, puis le transmédia à ce moment-là et tout, puis je vais leur envoyer ça. Puis j'ai commencé à faire ça. 6 heures le matin, tous les lundis, il y avait un email qui partait à tout le monde en disant, voici ce que vous devriez lire. S'il y a une affaire à lire cette semaine, prenez 3 minutes, lisez ça. C'est ce que je pense qui est bien. Ce que ça a fait, c'est que ça nous permettait de se positionner par rapport à un sujet relativement niché sur lequel on n'avait pas encore une expertise prouvée avec des mandats, avec un portfolio et tout, et de pouvoir orienter un peu la perception que les gens avaient de nous. Fait qu'à force d'envoyer une fois par semaine un article à lire, très simple, on était perçu comme une entreprise facile à aborder parce qu'on simplifiait les affaires pour les gens. Après ça, en fonction des sujets que je choisissais, je pouvais orienter un peu. Je faisais un 3 semaines sur les contenus sociaux puis les réseaux sociaux. Je pouvais orienter un peu la perception que les gens avaient. Fait que les discussions que j'allais avoir par la suite dans les meetings ou autres, je pouvais dire, ben justement, depuis quelques semaines, on en parle, les réseaux sociaux et tout. Je vous enverrai des articles. Donc, ça a été vraiment un outil qui a été très, très, très bénéfique au début pour le positionnement et qu'il l'est encore maintenant, parce que ça va faire je ne sais plus combien d'années, là, ça fait peut-être 7 ans. L'infolette apporte ça encore tous les matins, le lundi à 6 heures? Les lundis matins à 6 heures. Oui. J'ai optimisé beaucoup ma façon de l'écrire et tout. Je suis capable de me lever à 5 heures puis qu'elle parte à 6 heures. C'est pas long. Ce qui est plus long, c'est de trouver l'article. De retrouver ce de quoi on va parler. Ah oui, tu ne programmes pas le vendredi, le non, jeudi? Ah ouais, je suis un peu... je suis pas très... Je suis un procrastinateur né, fait que je... T'attends la dernière seconde, OK, parfait, il faut que ça parte dans 1 heure. OK, très nice. Puis, je fais ça avec un café le lundi matin. Des fois, ça part un peu plus tard, mais l'important, c'est que le lundi en matinée, les gens aient quelque chose dans leur inbox qui vient de nous et qui leur apporte de la valeur, qui leur apporte quelque chose. Parce qu'en plus, je fais une petite analyse et tout de l'article qui est plus long. Donc, une petite lecture d'1 minute, tu peux aller lire l'article de 5 minutes après.
en gros, en 6 minutes, tu as eu ce qu'on voulait t'envoyer. Est-ce que c'est toi qui parles ou c'est Toast qui parle? C'est moi. Okay. C'est moi. Je suis à la première personne, je suis au jeu. Ça vient de Alexandre Gravel. Ça a été fait comme ça. Ben, au début, on était 2. Hein? Fait que je suis toujours un peu mal à l'aise des entreprises qui, à la limite, une start-up d'une personne puis disent « nous ». Je suis d'accord. Fait que je pense qu'au début, je me suis dit « je vais parler au jeu » parce qu'il n'y a pas de « nous ». Il n'y en avait pas vraiment ou pas beaucoup. Et c'est resté. C'est-tu écrit en plus comme pas de format? Au départ, j'imagine, c'est comme si je recevais le courriel de ma mère, par exemple. Ça avait-tu vraiment ce look-là? Non, je l'ai quand même créé un petit peu sous forme d'infolette. Okay. Mais c'est une colonne, c'est très simple à consulter. J'ai voulu le garder vraiment simple. Donc, c'est un logo en haut, Toast tout petit, une photo principale, en dessous le texte, puis en dessous de ça, pourquoi je reçois ça. Parfait. Juste des fois, les gens oublient. Là. Oui. J'explique en un paragraphe pourquoi tu reçois ça. C'est à peu près tout. Il n'y a jamais rien d'autre de plus. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de promo, il n'y a pas rien d'autre. J'ai déjà reçu des offres, des gens qui voulaient mettre une bannière là-dedans et tout, puis non, c'est pas ce type de véhicule-là. Mais ça nous a permis, ça permet encore de façonner un peu ce qu'on fait, puis ce que les gens... la façon dont les gens perçoivent notre offre de service. Donc, je suis capable d'introduire des sujets particuliers, des trucs plus nichés, des tactiques plus particulières pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant que les clients disent « sais-tu quoi, je pense que j'aimerais ça faire ça, j'en ai besoin, etc. » Puis pourquoi? Pas parce qu'on est des visionnaires puis on invente quoi que ce soit, c'est juste à travers les lectures. Quand on lit beaucoup, on finit par voir « oups, il y a un petit truc, tout le monde se met à en parler. » Il y en a 3, 4, 5, 6 qui essayent ça. Ou bien c'est des énormes joueurs, les J&J, P&J de ce monde et tout, qui utilisent ça. Puis nous, on se dit, comment est-ce qu'on peut amener ça à la moyenne entreprise québécoise, la grande entreprise canadienne? Dans un autre langage, quelque chose de plus simple peut-être. C'est ça. Puis de voir comment on va pouvoir l'appliquer éventuellement. On va en parler pendant un certain temps. Puis à un moment donné, le besoin va se faire sentir. Fait qu'on utilise ça vraiment. On a notre propre audience de plusieurs milliers de personnes maintenant, dans les 2 langues. Donc, c'est envoyé tous les lundis en anglais et en français. Tu sais, le courriel reste un des actifs marketing d'une entreprise qui a le plus de valeur en ce moment. Ouais. Parce qu'on a un contrôle ultime sur le moment où ça va apparaître dans le feed ou le fil des gens. Mm-hmm. C'est nous qui décidons. Il n'y a pas d'algorithme ou presque pas. Tandis que quand on parle de Facebook ou des autres, on perd un peu le contrôle. On va publier, puis on ne saura pas à qui ça va apparaître nécessairement et tout. Le courriel, on a beaucoup plus de contrôle. C'est à la personne de décider si elle va s'engager ou pas avec. Puis mon taux d'ouverture est juste normal. Je ne veux pas aller chercher plus que ça. Ce qui est plus important pour moi, c'est que les gens voient la récurrence. Voient la récurrence qu'il y a tout le temps quelque chose. Qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi, j'avais dit, c'est quoi pour toi un taux d'ouverture normal? On va chercher entre du 30 et 40%. OK. Parce que c'est niche, là. Je veux dire, si tu es sur une banque consommateur grand public, ça ne sera pas ça du tout. Mais dans un secteur relativement niché, où nous, c'est des gens de marketing ou des gens de haute direction dans des entreprises, le taux d'ouverture se situe à peu près là. Je n'ai pas été chercher des benchmarks nécessairement beaucoup autour présentement, mais je pense que c'est encore très raisonnable. Si je résume un petit peu cet épisode-là, tu n'as pas d'expérience, tu as une nouvelle vision, puis tu deviens un expert par association. Fait que j'ai tout le temps les mots en anglais, mais tu sais, du content curating. Mm-hmm. Comment on dit ça? Moi, on l'a traduit, puis je pense que les gens le traduisent, curation de contenu, même je pense que c'est pas officiellement approuvé par l'Office québécois de la langue française, là. Mais curation de contenu, c'est ça qu'on fait, ouais. Fait que tu as fait de la curation de contenu, tu es devenu un expert à leurs yeux, tu leur as apporté de la valeur. Et à partir de ce moment-là, tu es devenu un petit peu, même sans avoir de portfolio, tu es devenu un expert, tu es devenu une personne de confiance. Et là, j'imagine que ça a été plus facile d'avoir le premier contrat. Est-ce que tu peux nous raconter, c'était quoi le premier client, le premier mandat en création de contenu? Est-ce que tu peux nous en parler? C'était dans un contexte où, bon, l'infolette existe depuis un certain temps. Les gens s'en parlent. Abonne-toi à la newsletter de Toast. Essaye ça, tu vas voir, c'est le fun. Nice. Puis à un moment donné, quelqu'un se dit, bon, là, nous, on veut publier, c'est le département de formation d'une des marques chez L'Oréal, Biotherm, qui avait besoin de créer un événement et de créer
justement des contenus de formation autour de plusieurs produits, et notamment, entre autres, au niveau du lancement d'un produit. Donc là, c'est vraiment la dynamique où les gens nous sont arrivés avec une problématique et on voulait arriver avec une solution. Et on se retrouve dans la rencontre de pitch pour présenter cette solution-là pour le département de formation. Et donc, le directeur marketing est à la table aussi parce qu'il y a une dimension de marque, de branding là-dedans. Et on était encore dans le modèle où je parlais tantôt où on pitchait des projets. Okay. À ce moment-là, on se retrouve dans cette situation-là et dans notre deck de présentation, on avait mis une coupe des concepts. Juste pour les allumer sur on peut faire d'autres choses aussi. Et donc, à ce moment-là, à un certain moment, pendant qu'on arrive à la partie voici des concepts qu'on a dans nos cartons, puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse à m'amener, dites-nous-le. Il y a un des concepts qui allume le directeur marketing, il lève sa main, puis il dit ouais, peux-tu me parler un peu plus de cette slide-là? Là, on était à la fin, là, on faisait juste passer les slides vite avant que ça finisse. Il dit ouais, t'as l'histoire d'un gars, là, tu me dis, t'as un gars qui va traverser le Canada à la course. Puis vous êtes à la recherche d'un commanditaire ou d'un annonceur pour produire une série sur sa traversée. Ça m'allume, ça. Parce que moi, mes valeurs chez Biotherm, c'est performance, innovation puis technologie. Biotherm Homme. C'est vraiment la partie homme des produits de la ligne. Et j'ai besoin de rejoindre des nouveaux hommes. Parce que, bon, il y en a qui connaissent mes produits, mais il y en a qui ne savent même pas que j'existe. Je vais en rejoindre des nouveaux. Puis je cherche justement des façons de les attirer, puis ça ne sera pas nécessairement par les produits que je vais pouvoir les sensibiliser à ma marque. Donc... Il était allumé déjà, lui, là. Oui, exactement. On est d'accord. Exactement. Cool. Exactement. Et puis, donc, Mindan, c'est Mindan Tran qui était à ce moment-là chez Biotherm à la direction marketing. Il dit, on va la produire, la série. On va la faire pour Biotherm Homme. Fait que finalement, le truc pour le département de formation, on n'a pas fait ça. OK. On n'a pas remporté le mandat pour ça. Par contre, on a fini par faire d'autres choses avec eux par la suite, en contenu, puis en création d'audience. Mais on a, entre autres, fait au niveau marketing, au niveau consommateur, on a vraiment fait une campagne puis une série autour de ce gars-là, Sébastien Sasseville, qui a traversé le Canada. Donc là, à ce moment-là, on est en 2013. Oui, c'est ça, 2013. Donc, ça a démarré comme ça. Donc, on a fait un deal avec un média, on a produit la série pendant 9 mois, on l'a déployé avec Biotherm puis la force de L'Oréal aussi. Donc, ça a été un peu l'espèce de premier gros mandat idéal qu'on a eu. Nice. Ça, c'était vraiment votre vision, là. C'est ça que vous aviez en tête. Là, c'était comme, OK, ça, c'est mon contrat idéal. Là, je suis aligné. Là, je fais exactement ce que je veux. C'est ça? Exactement. Puis c'est un peu aussi, ça a été un déclic sur le passage à une approche. Explique-moi c'est quoi tes enjeux. Puis moi, si j'ai quelque chose à t'offrir qui a une dimension de contenu, je vais te l'offrir. Si je peux pas t'aider, je vais être très honnête par contre, puis je te vendrai pas de la bullshit. Je vais vraiment plutôt te dire, hey, regarde, ton enjeu dont tu me parlais, rejoindre des nouveaux hommes, moi, je peux le faire grâce à du contenu. J'ai un concept parfait pour ça, pour toi. Mais on développera plus de produits nécessairement créatifs en amont. On va plutôt arriver avec des solutions. OK. Puis si on regarde un client comme Biotherm versus les clients que vous aviez avant qui vous avez été obligé de fermer les portes pratiquement, c'est quoi la différence d'enveloppe entre les deux? De cachet, qu'est-ce que ça peut représenter comme revenu pour l'entreprise? On était à peu près à du 3 pour 1. Je veux dire, par rapport au mandat, par rapport au compte annuel, on était à du 3 pour 1 OK, c'est quand même pas 10 fois plus gros comme enveloppe, c'était 3 pour 1. OK. Exactement. Fait que tu vas chercher un client plus payant. Comment tu fais? Comment ça s'est produit d'arriver à ton premier million de chiffre d'affaires? Ça a été une combinaison justement de projets et de comptes, des clients sur lesquels on avait de la récurrence. Je te dirais, ça s'est fait, on s'en est même pas rendu compte. On a juste réalisé à la fin d'une année, hey, regarde donc, on a fait plus parce qu'on finissait par être tellement dedans. C'était même pas un milestone pour vous, là? Non, c'était pas nécessairement un milestone. Avant, ça l'était, mais une fois qu'on était dedans, on s'en est comme pas rendu compte parce qu'on réussissait à développer à ce moment-là vraiment une base de clientèle qui avait des moyens puis qui nous permettait de le faire. Ce qui était bien important pour nous, c'était pas d'avoir trop de gros clients. Donc, on avait quand même beaucoup de petits clients aussi sur lesquels on produisait du contenu puis de la vidéo. Mais
Nous, passer au premier million, ça n'a pas été si forçant que ça parce qu'on a un modèle, je l'expliquais tantôt, on a un core, une permanence, des employés permanents ici, on est à peu près une trentaine. Mais on a un réseau d'à peu près, chaque année, dans les dernières années, à peu près 400 collaborateurs externes avec qui on fait affaire. Donc, c'est vraiment des collaborateurs externes qu'on embauche par projet, des fois sur une période plus longue, des fois sur une période très courte, très, très spontanée, très ponctuelle. Mais ça nous permet justement de scaler sans qu'on puisse, dans les mêmes bureaux, d'une certaine façon. C'est beaucoup le modèle des maisons de production en télé. On vient de là, donc puis on a cette division-là maintenant aussi. Mais c'est beaucoup le modèle de dire on est des producteurs à l'interne et on va aller chercher l'équipe en fonction des projets. Donc, ça nous permet, avec la même équipe, de pouvoir justement gonfler ou dégonfler la structure de façon très, très, très facile, sans risque. Fait que, quand tu parles du premier million, ben on était dans le même petit bureau que celui qu'on avait amené, que j'avais scrapé l'adresse, parce que c'était beaucoup des équipes externes qui s'occupaient des mandats. Donc, ça paraissait pas physiquement nécessairement. Et je me demande, justement, bon, tu me dis que tu es allé chercher plusieurs clients, ça s'est fait de façon naturelle. Tu sais, si on revient un petit peu au portfolio, est-ce que maintenant que tu avais comme un projet qui avait bien fonctionné, dont tu étais fier, ça l'a aidé, les gens ont regardé ça, c'était comme « Oh my God, OK, ça m'intéresse d'avoir ça. » Est-ce que le rôle du portfolio a changé quelque chose? Parce que tu sais, j'imagine au départ, t'angoisses comme « Ah, j'ai pas de portfolio. Maintenant que j'en ai un, ça change-tu quelque chose? » Ou ça change rien? Dans notre cas, ça ne change pas beaucoup, puis on est terriblement coordonné mal chaussé. Notre portfolio, c'est un peu, c'est très, très, très ordinaire ce qu'on a, par exemple, sur notre site Internet. Pourquoi? Parce qu'on est dans un secteur qui évolue à une vitesse grand V. Chaque 6 mois, il y a des nouvelles tactiques, il y a des nouvelles façons de faire au niveau des réseaux sociaux, notamment. Ce sont des gros canaux de distribution pour les contenus qu'on produit. C'est tellement changeant d'une façon permanente qu'on est tout le temps en train de faire des nouvelles affaires. Fait que on est beaucoup plus sur la confiance, d'avoir créé le lien de confiance, que ce qu'on va proposer, on l'a recherché, on l'a réfléchi, puis on pense que c'est vraiment la bonne solution, que, regarde, on l'a fait 10 fois déjà. Donc, le portfolio est presque, dans notre cas, parce qu'on est dans une industrie qui bouge très vite, moins important. Chaque client a des besoins tellement différents qu'on est plus rendu les experts à vraiment trouver la bonne solution pour toi. Écouter, comme tu disais là, au départ. Beaucoup, beaucoup d'écoute. Souvent, ce que je vais essayer de dire, puis surtout dernièrement, je l'ai dit quelques fois, quand soit quelqu'un de notre équipe de vente ou quelqu'un qui est en service conseil pour les clients ou en production client, de revenir puis de dire, ben, OK, as-tu détecté des nouveaux besoins? Non pas une patente bidule qu'on va vouloir y mettre dans la gorge puis essayer de le convaincre. Non, mais as-tu détecté un réel besoin? Si oui, on a-tu quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça? Puis c'est dans l'écoute que ça va se passer beaucoup. Nice. Fait que finalement, vraiment, tes nouveaux clients sont arrivés à cause de l'infolette. C'était vraiment là que tu continuais. On a même fait une analyse il y a, je pense, 1 an ou 2. On a regardé nos clients à ce moment-là, dans la dernière année, puis 80% ne provenaient pas nécessairement de l'infolette, parce que c'est encore la fameuse ROI du contenu. Là. Je ne peux pas prouver qu'ils sont venus à cause de ça. Ils sont tous abonnés et ou ils me l'ont tous mentionné. Bon, OK. Fait que c'était un facteur d'influence. C'était peut-être pas le facteur décisionnel, mais c'est un facteur d'influence fort. Très, très, très intéressant. 80% quand même, hein? Puis, le premier million, tu l'as pas vu passer. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta croissance où est-ce que vous avez plafonné? Dans le secteur où on est, c'est un secteur qui évolue à vitesse grand V. Ça change tout le temps. Puis en même temps, c'est un secteur qui est en croissance. Là où il y a 7 ans, les directions marketing n'avaient pas nécessairement le réflexe de mettre le contenu dans leur stratégie, dans leur tactique, dans leur mix. Maintenant, ça fait partie de ça. Donc, c'est un secteur en croissance aussi. Et un secteur en croissance, il y a une expression anglaise qui dit « Rising tide lifts all boats ». Ce qui veut dire que quand la marée monte, tous les bateaux grandissent en même temps. Fait que nous, on est en croissance en même temps que d'autres joueurs sur cet aspect-là du contenu. Il n'y a pas réellement eu de plafonnement. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est des craquements à l'interne, dans les processus, dans les équipes, dans le load qu'on avait à l'interne, le taux d'occupation. Donc, c'était vraiment beaucoup plus à ce niveau-là. On n'a pas nécessairement plafonné
à un moment où on s'est dit « OK, on n'est plus capable de grandir », c'était vraiment, au contraire, il y a vraiment du potentiel dans le marché. Mais là, c'est à nous qu'il faut se ralentir, puis faire attention, puis pas trop en prendre des projets à gauche, à droite, parce qu'on n'a pas nécessairement tous les processus à l'interne pour supporter ça. Je parlais tantôt de la beauté de pouvoir scaler, de pouvoir agrandir les équipes, puis gonfler puis dégonfler de façon relativement facile, mais reste que le core qu'on a à l'interne ont une charge de travail qui doit être raisonnable, ont des expertises qui sont définies, qu'on veut développer, que ces gens-là veulent développer aussi, mais ça ne se fait pas instantanément. Puis on a beau être en croissance, une croissance, jusqu'à temps qu'elle ait une fondation solide et fragile. Donc, on ne va pas se mettre à embaucher pour embaucher. Donc, c'était toujours le jeu de est-ce que la charge de travail est trop élevée? Est-ce qu'on est en train de demander des nouvelles expertises aux équipes qui ne sont pas encore tout à fait assimilées, peut-être un peu trop vite parce qu'on a envie de pitcher ça au client. Puis moi, c'était mon genre de partir au client puis de faire un grand discours sur les belles affaires qu'on pourrait faire, mais en réalité, ce pas des trucs qu'on avait déjà fait nécessairement. C'était la bonne solution, ou du moins, j'y croyais. Mais après ça, c'était de revenir puis de dire, OK, on fait ça maintenant. Puis là, de voir que, ça craque un peu. Les seuils de rentabilité n'étaient pas nécessairement maintenus, ou on ne les mesurait pas bien, où on se retrouvait à une mauvaise évaluation de la charge de travail, donc avec des gros rushs qui étaient vraiment demandants pour tout le monde. Donc, on n'a pas plafonné au niveau du chiffre d'affaires, mais il a fallu se ralentir un peu parce que ça devenait... c'était un enjeu de gestion à ce moment-là. OK. Puis ça, si je me trompe pas, tu m'avais dit que c'est beaucoup le volet de ton partner qui, lui, est très bon justement dans les processus, dans la gestion. Fait que c'est là que vous complémentez l'un et l'autre. Tout à fait, entre autres. Puis ça, Yann a pris la balle là-dessus avec brio, notamment, sur justement cette capacité à structurer l'équipe, à structurer nos processus et tout. Puis ça, Yann a pris le relais là-dessus. En même temps que lui développait le secteur télévisuel, on a parlé énormément du secteur agence, mais en même temps, on a décidé de lancer le secteur télé, où on avait justement une nouvelle ressource qu'on avait embauchée, qu'on avait onboardée comme associé, David Pierrepin, qui lui avait justement comme mandat de démarrer le secteur télé à ce moment-là. Je pense que les trois ensemble, c'était de vraiment travailler sur autant le développement des affaires, autant la clarification de notre offre, que la structure interne, parce qu'on savait qu'on voulait grandir, on savait qu'on voulait aller chercher une croissance, on voulait être un peu plus gros, pas juste être gros puis être immense, mais juste de dire hey, on veut un peu plus. On regarde ça, là, on en veut un peu plus. Go, on y va. Est-ce que vous avez un ERP? On n'a pas de ERP officiellement. J'ai fait un podcast avec Big Bang ERP, qu'eux autres ont une solution. Je viens d'apprendre ce buzzword-là. J'essaie de le plugger. Non, on est encore beaucoup dans les Google Sheets. On est encore beaucoup là-dedans. Par contre, au niveau de tout ce qui est de la comptabilité et de l'aspect des finances, on est beaucoup mieux structuré. On est beaucoup mieux outillé aussi pour prendre des décisions puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais on n'a pas, de gros systèmes en place. Ça, c'est peut-être la prochaine étape. J'ai regardé le top 500 2018. Vous êtes le numéro 137. Si je ne me trompe pas, vous êtes le numéro 1 en termes de... Bon, dans les compagnies médias au Québec, vous êtes le numéro 1. Right? Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai regardé un peu ça. Là, des fois, c'est un peu flou à savoir qu'est-ce qui est une entreprise. Il y a des entreprises en achat média qui ont une croissance plus rapide. Mais vraiment, dans plus la production média puis plus agence, je pense qu'on était pas mal dans les premiers. Ouais. Et pourquoi? À quoi tu attribues ça? Comment être le numéro 1? S'il y avait une chose, en fait, ma réponse, c'est une chose qui en est plusieurs. C'est de développer tous les aspects de l'entreprise en même temps. Puis d'être bien entouré, puis d'avoir vraiment... puis qu'on soit tous bien entourés comme dirigeants, avec non seulement les équipes, mais aussi entre nous pour développer l'aspect développement des affaires, l'aspect gestion interne, l'aspect des finances. C'est tous des trucs qu'on a développés en parallèle. Il n'y a pas un truc en particulier. C'est en développant tout ça, ça nous a permis à chaque fois de bien supporter la croissance qu'on allait chercher. On a eu quelques wins chanceux aussi, là. On a eu quelques beaux contrats qui nous ont permis de faire
des très, très belles années. Mais ça vient avec. Mais c'est pas... je pense que j'attribuerais pas ça à de il y a un peu de chance toujours dans toute entreprise, puis toute croissance, puis développement d'entreprise, mais ce qu'on a su faire aussi, c'est de bâtir des systèmes puis des approches qui permettent de solidifier cette croissance-là. Puis maintenant, on est, fin 2018. Où est-ce que tu vois Toast dans 5 ans? Dans 5 ans, les projets qu'on a présentement, c'est vraiment de développer le secteur télé, notamment, d'aller chercher plus de production de ce côté-là. C'est un milieu qui est complètement différent que tout ce qu'on a parlé tantôt. C'est là où, du côté agence, on a entre 80 et 90 clients par année dans la dernière année. Ça, c'est une métrique que je mesure. Et de l'autre côté, j'exagère presque pas en disant qu'en télévision, au Québec, tu as 6 clients potentiels. Fait que tu les as pas toutes en plus, sauf exception. Donc, c'est deux milieux complètement différents. Donc, un, c'est de développer le secteur télé. Deux, ça va être de développer Toronto. Nous, vraiment, dans les 5 prochaines années, là, dans 5 ans, l'idée est d'être beaucoup plus présent sur Toronto. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sièges sociaux qui sont là, qui ont des besoins en contenu sur des campagnes nationales, donc qui permettent d'avoir les moyens de faire des productions assez intéressantes. Puis la troisième chose, c'est qu'on regarde aussi pour une croissance qui ne serait pas organique, ce qui veut dire qu'on regarde aussi pour potentiellement des acquisitions, une ou plusieurs acquisitions, qui pourraient être soit complémentaires en termes de l'offre, en termes des expertises internes, ou même un complémentaire ou une acquisition de clients. Donc, c'est des différents modèles qu'on regarde. Puis ça, c'est cette vision-là, est-ce que tu franchirais le 10 millions, à ton avis, avec si ces pions-là se placeraient? Est-ce que c'est là que tu te rendrais dans je pense que oui, okay. Tout à fait. Je pense qu'on peut, en combinant le côté organique avec peut-être même un peu de croissance stratégique, là, je pense qu'on peut aller... c'est pas un objectif. Non, mais c'est juste pour situer un peu. Mais ça pourrait très, très bien arriver. Ça pourrait très, très bien arriver. Je pense qu'on est en train de mettre en place les systèmes puis les façons de faire qui pourraient nous permettre de supporter ce chiffre d'affaires-là. On va terminer, Alexandre, sur les questions éclairs. Donc, je commence. J'ai vu que, en tout cas, la manière que tu disais, tu lisais 100 articles par jour. Ma question, c'est... par jour, par semaine. Excuse-moi, par semaine. My God. Comment tu fais pour te garder constamment à jour? C'est exactement ça. C'est exactement ça, d'avoir une veille, d'avoir quelques excellentes sources de contenu, d'articles ou autres qui sont publiés et de faire une veille constante sur ce qui est publié. Est-ce que tu as un outil? J'utilise Feedly beaucoup. Feedly? Feedly qui fait une agrégation, dans le fond, d'autant de publications que je décide d'y mettre, qui me fait un petit classement aussi en fonction de ce qui semble être plus trending que d'autres. Fait que je vois certaines choses à ne pas manquer qui passent. Fait que Feedly, c'est un très, très bon outil pour moi là-dessus. Est-ce que tu as un mantra? Une chose que je me dis souvent en m'en venant au bureau, dans la voiture, c'est d'être dynamique puis d'être un leader positif. Fait que c'est quelque chose qui va m'accompagner dans ma journée. Donc, dynamique, ça veut dire d'avoir cette espèce d'être constamment en mouvement, de pas s'asseoir sur quoi que ce soit pendant trop longtemps, c'est de toujours rechercher un peu le mouvement. Puis les deux positifs, c'est bien important parce que comme dirigeant, c'est important justement puis le mot positif est clé là-dedans, c'est que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours plaisant. Il y a des rushs, il y a du monde qui vont finir tard des fois, puis on veut pas ça, mais ça va arriver. Mais d'être positif là-dedans, puis d'avoir cette approche-là qui arrive avec un biais peut-être un peu optimiste toujours, mais d'être dynamique et un leader positif, pour moi, c'est très important. Un livre qui a changé ta vie. Ça peut être business ou personnel. Je lis tellement. Je lis beaucoup. Puis j'ai une pile, puis ce matin, en me levant, j'en ai commandé 2 autres. Puis j'en ai commandé un hier soir. Puis c'est beaucoup de livres business, là. Il n'y en a pas un qui ressort. Mais en ce moment, une des choses sur lesquelles je lis beaucoup, c'est vraiment sur les ventes, l'approche des ventes et tout, le développement des affaires. Puis 2 livres qui m'ont marqué pendant l'été, c'est 2 livres de Mike Weinberg. Le premier, c'est New Sales Simplified. Ça fait une couple d'années que ça a été écrit, mais c'est vraiment sur les fondements des approches de vente puis des trucs que lui-même a développés en tant que représentant des ventes. Et il a par la suite publié plus récemment Sales Management,
Management Simplified, sur la gestion d'une équipe des ventes. Puis encore là, simplifier. Moi, j'aime ça des fois lire des trucs qui simplifient un peu, sur lesquels on peut partir puis flyer dans d'autres directions. Pour moi, c'est pas des livres de recettes, mais c'est vraiment plus des livres pour dire « Ah, il y a ce petit truc-là qui m'allume, ce petit truc-là qui m'allume. » Dernière question, qu'est-ce que ça représente la croissance pour toi? La croissance représente évidemment d'une certaine façon le succès. C'est le premier mot auquel beaucoup de gens vont penser. Mais pour moi, oui, c'est sûr que c'est un succès parce que ça paraît bien. Ça paraît bien, là, l'histoire du top 500 des entreprises canadiennes et tout. Mais c'est beaucoup un défi. Puis c'est beaucoup une croissance personnelle. Ce qui veut dire que ça va amener les défis, parce qu'il va falloir supporter la nouvelle business qui est liée à cette croissance-là, mais c'est une croissance personnelle aussi, parce que comme entrepreneur puis comme dirigeant, il va falloir changer ses façons de faire. Il va falloir déléguer plus de choses, ce à quoi je suis pourri. Donc, je dois développer ça. Je dois justement aborder les choses de façon différente. Donc, c'est vraiment aussi croissance signifie aussi croissance personnelle. Wow, super. Ben écoute, faites du bruit pour Alexandre. Donc, Alexandre, ça a vraiment été un plaisir d'avoir cette discussion-là avec toi. Juste pour terminer, si les gens veulent entrer en contact avec toi, en savoir plus sur Toast, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, c'est sur le web. Cherchez Toast Studio dans Google. Sinon, vous allez nous trouver à gotoast.ca. Et si vous voulez, écrivez-moi, je vais vous raconter l'histoire, pourquoi on a ce nom de domaine-là. Merci encore, Alexandre. Bye. Merci. C'est ce qui conclut mon entrevue avec Alexandre. J'espère que vous avez apprécié. De mon côté, j'ai trouvé assez fascinant son histoire. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre dans l'entrevue, mais j'étais vraiment excité. Donc, super de belle entrevue. Je retiens une chose aujourd'hui. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment sa stratégie d'acquisition. En fait, Alexandre a été un petit peu un pionnier dans la création de contenu. Okay? Le contenu, c'était quelque chose d'assez, je dirais, peut-être étrange aux yeux peut-être des annonceurs qui eux autres étaient habitués vraiment de faire de la publicité. Lui est arrivé avec une autre approche. On va créer du contenu au lieu de faire de la pub. Et comment il a fait pour se positionner comme l'expert dans son domaine? En fait, comme il disait, à partir d'une simple infolettre. 80% de ses clients ont été en contact de près ou de loin avec son infolettre. C'était vraiment la pièce de contenu à lui, maîtresse, qui l'a hissé au sommet. Peu importe l'industrie dans laquelle que vous êtes, je vous conseille d'être perçu comme un expert. Je vous conseille d'essayer de prendre la place de numéro 1. Et la réalité, c'est qu'il existe 3 types d'experts. J'avais lu un article de Brandon Burchard que j'ai trouvé très intéressant, puis je vous résume les trois types d'experts. Donc, le premier, on pourrait l'appeler le reporter, le journaliste, un petit peu comme Alexandre faisait. Donc, ce n'est pas lui nécessairement qui va créer le contenu, mais il va choisir finalement parmi, mettons, 100 articles par semaine, il va choisir le meilleur et il va le résumer. Donc, on peut l'appeler ici le reporter. Le deuxième type d'expert, on pourrait l'appeler l'expert en résultat. Un peu comme un coach pourrait être perçu comme un expert. Si moi, par exemple, je suis un coach en perte de poids, je suis un expert parce que mes clients, en moyenne, vont perdre 20 livres. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai perdu 20 livres, peut-être que j'ai la shape parfaite, mais j'ai aidé finalement mes clients à perdre 20 livres. Donc, je suis perçu comme un expert. Et le dernier pourrait être un peu le modèle, l'idole. Donc, la personne qui va incarner les résultats. Donc, si justement, je reviens avec mon exemple de perte de poids, je suis la personne qui un jour, je pesais 300 livres et aujourd'hui, j'ai réussi à perdre 150 livres. Je suis un idole aux yeux de mes clients. Donc, c'est les 3 types d'experts. Et vraiment, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'Alexandre a choisi le modèle de reporter, mais sachez qu'il existe les 2 autres configurations d'experts, si vous voulez. Si vous avez apprécié le podcast, la meilleure façon de m'encourager, de me donner un coup de main, c'est d'aller laisser une note sur iTunes. Donc, c'est la meilleure façon pour moi d'être découvert. Allez laisser une note, laissez un commentaire. C'est quelque chose qui aide énormément à faire découvrir le podcast. Sinon, un rappel, donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est une production de J7 Media. J7 Media, c'est une agence de publicité Facebook.
Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de J7, J7, donc la lettre J, le chiffre 7, média au singulier.com. Merci encore une fois d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On se voit très bientôt pour un autre épisode d'Hypercroissance. Au revoir.